très nombreux. Tout le monde n'est pas présent. On a un peu de difficulté de se garer parce que c'est l'été, comme vous l'avez vu, donc les parkings sont pleins. Merci aux touristes de nous faire inviter de venir, mais ça prend des places. Voilà, donc il manquera 2 ou 3 personnes peut-être tout à l'heure, j'espère qu'on aura ce siège. Je me présente Bernard Pêche, co-président de Reconquesta avec Alain Potier. Nous avons aussi Christophe, que vous connaissez, qui est le directeur du syndicat du cru. Laurent. Vas-y, tu es. Laurent Dalzo. Voilà, Céleste, notre juriste, et nous avons l'amitié, nous avons l'honneur et nous vous remercions d'avoir la présence de Monsieur Gros, le maire de Cerbère. On a eu une réunion publique la semaine dernière qui s'est très bien passée dans un cadre en plein air, c'est très chouette, et voilà, et donc vous êtes là. Jean-Michel Solé, maire de Bagnous, et Monsieur Estopé qui est conseiller régional à Argelès, donc il reprend la région. Voilà. Et puis nous avons Monsieur Roger Rouille. Merci d'être là aussi, Roger. Oui. Le patrimoine, l'histoire. Avec Roger, on travaille sur un gros sujet de la maison des vignes et du vin, l'école de sommellerie. Voilà, donc Roger participe avec nous sur ce projet dont on va parler. Voilà, donc Reconquesta, c'est une tentative, on démarre, c'est tout neuf. On essaye de donner un nouvel élan au terroir cru Bagnous-Collioure. Alors parmi vous, on ne va pas citer tout le monde, mais parmi vous, il y a beaucoup de vignerons. Merci, des amis comme Philippe, des plus anciens vignerons comme Georges, Bernard, le directeur du GICB, le directeur du GICB, c'est Laurent, de Jean-François, etc. Donc il y a plein d'amis qui travaillent la terre, qui savent ce que c'est, ce dur travail. Et donc pour démarrer la discussion, on n'a rien trouvé de mieux que de vous faire passer un petit film. Alain va vous en dire un petit mot. Merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bon intervalle à tout homme. On va vous juste, avant de démarrer, vous passer un petit film qui dure 6 minutes. Donc c'est pas très long, mais c'était les vignes d'avant, c'était notre territoire d'avant, et ça méritait. C'est un cadeau qu'on a de Michel Cadet, le président de la Cinémathèque de Perpignan. Et il nous a fait ce cadeau pour une conférence de presse le 25 juin. Et on se permet de vous le présenter parce que ça mettra tout le monde autour du même sujet. Et comme ça, il y a avant et après. Il y a une grande curiosité dans ce film. Encore une fois, qui dure 6 minutes, rassurez-vous. Il y a une curiosité, on prend les devants pour vous le dire, parce que quasiment personne ne l'avait vu ça. Peut-être, je ne sais pas, Roger, peut-être toi. C'est quand, en 1950, la création du GICB, des Templiers, il y a eu les foudres que les coopérateurs ont achetées à l'époque, à Bire, à Tuire. Tout à fait. Et il a fallu les faire venir. Et ça a été une aventure titanesque, puisqu'il devait venir par bateau d'Argelès. Ça n'a pas pu se faire parce que les jours étaient mauvais. Ça s'est fait sous le tunnel. Mais ça n'a pas marché sous le tunnel. Donc il a fallu les démonter. Et en attendant le démontage, ils ont été stockés à Argelès. Et vous allez les voir, et franchement, c'est une image émouvante, parce que des formes d'avant qu'on n'a jamais vues, qui sont là maintenant, qui sont maintenant dans les caves souterraines. Donc on va les voir pour une fois, c'est vraiment une relique. Et c'est un cadeau que nous a fait donc, le président de la Cinémathèque. Et Dieu sait si on va se servir de ces images pour aussi faire un film un peu plus long après, avec d'autres archives. Voilà, on commence par là, et puis on attaque la reconquête. Nous voici au col de Bagnous, une des clés de la frontière pyrénéenne que l'on pourrait considérer en quelque sorte comme le berceau de la Résistance. En 1793, en effet, une poignée de paysans de cette commune, aidés par les femmes et les vieillards, quitta en échec 4000 Espagnols. L'immeuble de Bagnous s'étend de sa perte de vue. La qualité exceptionnelle de ces crues est telle que la moindre parcelle de terrain est utilisée même aux endroits les plus à pic. Dans l'arrière-pays se trouve le vieux Bagnous, pays du vin de Rancio.
Macabeu, Muscat, Rancio et Huile. Sur les pentes de la Brue, au sommet des pierreux, mais que brûle et enrichit le soleil, la lutte se poursuit sans arrêt contre les éboulis de la terre. Travail de longue patience et de longue peine humaine. Dans un panier appelé balastou et spécialement fait à cet usage, le vigneron remonte la terre emportée par les pluies. Il monte, il remonte, il nourrit ses sept à la sueur de son front. Ah, cette vigne, que de peine. Le souffrage à la main s'exécute soit avec des souffrettes, soit simplement en secouant les sacs de grosse soie. Le sulfatage à l'eau est obligatoire, car les terres en vente interdisent l'accès aux chevaux. Dans la situation d'avant, de presque maintenant. Donc on va vous présenter une aventure un petit peu singulière, qui est celle de cette Reconquista de la Côte-Vermeille, qui est un projet qui vise réellement à une renaissance de notre vignoble, de nos paysages et de nos vins. Alors, Christophe, le directeur du syndicat, va vous mettre en situation et va vous présenter un petit peu la problématique, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, notre généalogie en quelque sorte, quels sont les chiffres, quelle sont notre identité ici actuelle. Vous allez me dire si ma voix porte, est-ce que tout le monde m'entend, si je peux le faire sans micro ou pas? Bon, ça va? Ça marche comme ça, vous me dites. Hein, si, Alors on commence avec un peu d'humour, voilà, pour dire, on en parlera aussi à la fin de le côté un peu artistique, un peu culturel, un peu humoristique de notre projet, parce qu'on pose la question comme ça, est-ce qu'on a des nouvelles des derniers vignerons de la Côte-Vermeille? La réponse, c'est j'ai cru comprendre qu'ils étaient prêts à tout pour prouver qu'ils peuvent très bien vivre du fruit des dernières vignes encore sur pied. Donc voilà, on alerte. Le projet Reconquista est là pour lancer une alerte. On ose dire, nous ici, qu'un vent nouveau souffle sur la Côte-Vermeille, parce que ça fait partie des premières fois où on est aussi collectif, aussi bien regroupé, CAF particulière, CAFCOP, tous ensemble derrière un projet avec des partenaires qui nous ont rejoints au fil des rencontres. On détaillera un peu plus en avant nos différents partenaires, mais en tout cas, on trouve jusque-là, parce que le projet date de l'automne dernier, hein, on a trouvé des réponses très positives à chaque fois qu'on a évoqué nos problématiques paysagères notamment.
Voilà à quoi on ressemble, vous commencez à connaître nos visuels. Hein. On a fait de cette bouteille notre symbole, en quelque sorte, symbole de Reconquesta Côte Vermeille. Alors, vous êtes nombreux du cru, mais il y a quelques personnes extérieures, je crois, donc c'est intéressant de s'arrêter sur le cru. Voilà, quelles sont les forces en présence, c'est quoi notre identité, quelle est la réalité aujourd'hui du cru Bagnols-Collioure. Donc quelques chiffres, hein, c'est l'ex-canton de la Côte Vermeille, vous voyez les communes ici, qui sont, avec les derniers chiffres dont on dispose, mis à jour, ça vous donne des ordres de grandeur sur les habitants, et en face, évidemment, vous retrouvez là aussi des ordres de grandeur sur les vignes. Donc on parle d'hectares ici en production, mais j'y reviendrai. Parce que quand je vous dis ici 7840 hectares, ce sont les communes, dont 1500 en vignes, mais je vais insister sur ce chiffre-là qui n'est plus tout à fait la réalité, malheureusement. Vous voyez les habitants ici, une manne touristique, on y reviendra, hein, évidemment, notre identité Côte Vermeille, c'est pendant la saison, c'est d'accueillir énormément de personnes sur notre côte, donc communauté de communes avec quelques chiffres ici, et puis on appartient au pays Méditerranée, Pyrénées-Méditerranée avec 58 communes. Spécifiquement viticole, de quoi on parle ici? Alors c'est peut-être une force, peut-être une faiblesse, on pourra en discuter, mais finalement on a une palette assez exceptionnelle de vins ici, qui sont regroupés en 3 AOP que vous voyez ici, donc 3 appellations d'origine protégée ou contrôlée, si on garde le terme français. Donc des vins secs en Collioure et des vins doux déclinés en 2 appellations, Bagnols et Bagnols Grand Cru. On n'oublie pas, dans nos signes de qualité, ce que l'INAO appelle les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les SICO, on a une IGP ici, 20 pays de la Côte Vermeille, et on vous en parlera notamment pour son identité de rancio, qui peut être quelque chose d'intéressant pour nous. Les cépages majoritaires, vous les avez ici. Le vignoble, vous voyez, on est déjà plutôt à 1400, et j'y viens sur une diapo suivante. Et puis les forces en présence, voilà, à l'époque on avait fait le groupement d'intérêt économique et écologique, on avait recensé 1000 vignerons, on verra que ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Ça c'est quand la nature est généreuse, 35 000 hectos, on va voir que quelquefois on fait bien moins. Alors on a fait l'exercice au moment du GI2E, hein, groupement d'intérêt économique et écologique, on a fait l'exercice classique, c'est quoi nos atouts, c'est quoi nos faiblesses. On les a listés ici, les atouts du cru Bagnols-Collioure, c'est toujours sympathique de commencer par nos points forts. On a une activité touristique sur l'ensemble de la côte, donc voilà, on a des paysages magnifiques, on a une identité viticole qui est inscrite aujourd'hui dans ces paysages. On a un vignoble non mécanisé, créateur d'emplois, un rôle de maintien du patrimoine quand on parle de la vigne ici. Sur le plan environnemental, on n'est pas mal non plus. Finalement, la nature nous permet de cultiver dans de relativement bonnes conditions par rapport à d'autres vignobles plus septentrionaux qui sont soumis à une grosse pression sanitaire. Alors, je ne devrais pas dire ça cette année parce qu'on sait qu'on a couru après le mildiou, mais voilà, bon an, mal an, on peut s'en sortir avec des fréquences de traitement parmi les plus basses de France. Quand on parle d'un peu de technique comme ça, on appelle ça l'indice de fréquence des traitements. On est à 3,5, 4, 4,5, 5 maxi, alors qu'on a des vignobles type Bordeaux, Champagne, etc. Ils sont facilement à 8, 10, 12 traitements par an. On a des sites naturels, qui sont des forces, réseau Natura 2000, conservatoire du littoral, réserve naturelle. Un rôle qu'on va illustrer avec quelques images aussi, quelques photos, qui n'est pas négligé. L'actualité récente nous l'a montré. Finalement, les vignes servent aussi de barrière de sécurité quand il y a un risque incendie, quand des incendies se déclarent. Et on a une lutte contre l'érosion aussi, qui fait partie de nos points forts. Bon, on commence à le dire ici, c'est la transition vers les faiblesses, mais voilà, la conclusion qui avait été faite de cette étude GI2E, c'était que les coûts de production sont 2 fois plus élevés sur le cru Bagnols que sur la plaine du Roussillon. Donc on commence là à tirer le fil de pourquoi nos vins sont perçus comme chers par certains consommateurs. Les difficultés. Mécanisation difficile, voire impossible. On le voyait dans le film, même si on peut passer avec le cheval, les pentes sont tellement fortes dans certains endroits qu'on peut difficilement mécaniser. Ou alors il faudra qu'on prenne l'exemple sur nos amis suisses qui mettent des petits trains, des espèces de téléphériques, etc. Bon là on parle de presque de haute technologie, mais il y a des solutions peut-être possibles. Surcoût majeur, je vous l'ai dit, par rapport au vignoble de plaine. On a des faibles rendements. On va le voir avec les chiffres, les quelques chiffres annuels que j'ai remis après. Une déprise agricole, et c'est bien ça qui nous réunit en particulier aujourd'hui. On constate une vraie hémorragie de nos paysages viticoles, on va le mesurer en chiffres. Et puis c'est difficile de travailler ici. Voilà, les pentes nous le montrent, il y a une vraie pénibilité du travail de la vigne. Des enjeux environnementaux aussi, qu'on peut qualifier comme difficultés, en tout cas des défis qu'il faudra relever. On n'en parle plus trop aujourd'hui parce que l'actualité a été riche en d'autres événements plus dramatiques, plus importants en termes de risques sanitaires, mais vous savez que le glyphosate a été stigmatisé. Il y a une pression sociétale sur l'utilisation du désherbant. Un désherbage ici,
Historiquement, on a pu dire que le glyphosate a sauvé le cru, donc on pourra en discuter aussi, mais ça reste un outil quand même à disposition du vigneron pour cultiver sa vigne. Donc, quid de demain? Peut-être qu'on aura une dérogation, viticulture de montagne, on aura peut-être le droit d'utiliser le glyphosate demain, mais le risque médiatique derrière, on sera peut-être stigmatisé en disant voilà, vous êtes les derniers, le village de Gaulois là-bas, les villages de Gaulois, vous êtes les derniers utilisateurs de glyphosate. Donc attention à un risque potentiel médiatique là-dessus. Les prises du patrimoine viticole, de la pénibilité, mais on y reviendra parce qu'on met l'accent sur nos paysages, et puis un défi à plus moyen et long terme sur le changement climatique. Vous voyez ici, hein, alternative au désherbage chimique, parce que notamment avec les travaux du GDA, on a montré que ça coûtait beaucoup plus cher quand on cherche des alternatives au désherbage chimique. C'est peut-être encore plus connu. Bon, je passe sur ça, mais voilà. Je vais m'arrêter un moment là-dessus parce que moi je suis tout jeune dans le cru, hein. Ça va faire 2 ans bientôt, je fêterai mes 2 ans en octobre. Quand je prends le syndicat, je constate à la vendange, j'arrive juste après la vendange, j'ai 1450 hectares en production. Un an après, je suis à 1400 hectares, et là en 2019, les chiffres sont cruels, on est à 1350. C'est-à-dire qu'on perd en grosso modo entre 30 et 50 hectares par an, revendiqués en appellation. Alors peut-être qu'il y a un peu de vin nature qui se développe, etc., mais c'est loin de compenser les surfaces qu'on perd chaque année en production. Vous voyez, je vous ai remis les chiffres ici, bon an, mal an, les 35 000 hectos que j'affichais tout à l'heure, la réalité 2019, c'est à peine, même pas 25 000. Donc quand même de faibles rendements ici. Vous avez le détail ici, 2008-2009, pour vous donner des ordres de grandeur à 10 ans en arrière. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais un exercice intéressant. Je ne sais pas vous, quelle est votre consommation annuelle par personne, votre consommation de Banyuls Collioure, hein, mais tous signes de qualité confondus. Bon an, mal an, allez, on arrondit, on est entre 3,5, 4,5 millions de bouteilles. J'ai fait un chiffre d'une tristesse absolue, enfin, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai reporté ça au nombre d'habitants. On parle que de la France, allez, 60 millions de Français, un peu plus. Tenez-vous bien, ça fait une bouteille par an pour 20 personnes. Vin sec et vin doux tout confondu. Hein. C'est-à-dire qu'on est en capacité, là, voilà, quand on doit vendre notre vin, finalement, le défi, c'est de vendre une bouteille pour 20 personnes par an. Moi, depuis que je suis là, je bois un peu plus de Banyuls et de Collioure que pour vin sec. Donc, voilà, c'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a un défi commercial aussi. Ça, c'est pour un clin d'œil à l'évolution de la population, mais je vais passer assez vite dessus. Mais on a jeté les chiffres, hein, des viticulteurs à temps plein. C'est une vieille source, hein, c'est 2012. Mais vous voyez, les agriculteurs exploitants, donc viticulteurs à temps plein, 1% de la population, pour vendre 3,2, 2,2 de la Banyuls, voilà, j'entre pas dans le détail. Mais on pose la question, nous, finalement, c'est quoi la vraie valeur ajoutée de cette activité viticole? Ce qu'on questionne ici, c'est notre identité viticole sur le territoire, et est-ce que oui ou non, elle a un sens, et comment on se donne les moyens de la faire perdurer, cette identité viticole, et peut-être de davantage la promouvoir qu'aujourd'hui. En cas d'incendie, voilà, les Banyulingues vont se souvenir de ça. Donc on avait fait ces diapos-là pour une réunion vendange avec le préfet, on voulait alerter les pouvoirs publics sur ce qui pouvait se passer. On a des vignes en friche ici, anciennes vignes, avant, après, voilà, c'est assez évident, et c'est encore plus flagrant ici, où quand je montre cette photo-là à des gens extérieurs, ils me disent bah, les pompiers se sont mis là et ils ont défendu la vigne. Pas du tout, hein, c'est la nature elle-même. On avait des vignes ici laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Et bien, qu'a fait la vigne entretenue, et là je ne parle même plus de glyphosate, parce qu'ici c'est fait à cheval, des herbages mécaniques, donc voilà, on est sur un vrai rôle de protection qui est quand même un atout dans la balance, hein, pour notre identité viticole. Et on avait un peu taquiné, voilà, en l'occurrence le préfet, pour dire qu'est-ce que vous préférez finalement, une activité qui permet en plus de se protéger en cas d'accidents dramatiques comme des incendies. Alors je ne vais pas tout lire ici, mais parce que ce qui nous réunit, c'est d'abord les paysages, évidemment l'activité viticole, mais voilà, on a un paysage d'exception au devenir fragile, parce que ici on peut presque renverser les choses. On dit souvent que c'est le terroir qui permet de faire du vin. Ici, nous, on ose dire que c'est le vin qui produit du territoire, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu le cheval de bataille de la Reconquista pour dire que c'est important de continuer à avoir cette carte postale magnifique avec des vignes entretenues. Pour avoir tracté un peu, pour avoir fait quelques marchés récemment pour faire venir des gens en réunion publique, des gens m'ont dit, bah oui, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je viens, et même sur une échelle de 5 ans, des touristes m'ont dit, bah, maintenant que vous me dites ça, c'est vrai que j'ai senti visuellement que le paysage avait changé. Il n'avait pas forcément fait le lien avec l'activité viticole, mais il trouvait déjà en se promenant que nos paysages avaient un peu changé. Même chose quand on part de Cerbère. Si on entre sur la Côte d'Armée par Cerbère, on voit presque qu'il y a un gradient. Cerbère, c'est peut-être le village le plus touché.
par cette déperdition, ces friches qui se développent, etc. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je ne veux pas stigmatiser Cerbère, hein, c'est pas l'idée, mais ça nous donne des indices pour dire, voilà, est-ce qu'on veut ça partout dans nos villages? Alors voilà, on interpelle, nous, parce que c'est un travail collectif. Il y a le monde viticole hein, qui fait ce qu'il peut. L'idée de Reconquesta, c'est d'alerter tout le monde. Et vous allez voir qu'on a quelques partenaires, mais on y reviendra après. Le projet, concrètement, là, c'est plus le symbole de qui on est, les acteurs. On est nombreux à graviter autour du monde de la vigne et du vin. J'entre pas dans le détail, vous le verrez après, mais c'est l'IVR, Chambre d'agriculture, les communes, nous, les acteurs indépendants, le syndicat, on a un organisme certificateur, on a l'INAO, enfin, voilà, on est gros, petits, moyens, on est là, on travaille plus ou moins ensemble. Nous, ça, on allait chercher ça sur la biologie marine et on s'est dit, il y a peut-être moyen d'organiser un peu mieux les choses. Et on a cette ambition, peut-être même cette prétention de dire, sous le chapeau Reconquesta, on va essayer de mieux organiser les choses. On fait une campagne de collecte de fonds, là, le temps de l'été, on va pousser un peu jusqu'à la fin de l'année, mais à terme, Reconquesta veut essayer de mieux faire travailler les acteurs ensemble pour que ce soit enfin efficient. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées et on se dit, allez, on essaye encore une dernière fois et de mieux organiser tout ça. Donc c'est une façon de le dire de façon très visuelle, optimisons nos différentes actions. Les partenaires, vous les voyez ici, c'est le syndicat évidemment, un groupe de volontaires, les opérateurs qui sont directement touchés, opérateurs du cru, cotisants au syndicat, les collectivités publiques, laboratoires Arago, les entreprises, notre partenaire Crédit Agricole. Tout récemment, l'entreprise, je vais la citer, hein, parce qu'ils sont devenus partenaires, c'est les Anchois Rock qui nous ont contactés, on n'a pas démarché, ils nous ont dit voilà, spontanément, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc vous voyez que petit à petit, on a des tiers qui s'agglomèrent comme ça, des acteurs qui s'agglomèrent autour de nous. Et puis évidemment, des personnes privées, on le verra avec les réactions des premiers donateurs sur notre plateforme d'Artani. Mais je vais faire une pause pour ce qui me concerne et voilà, laisser la parole à Bernard notamment qui va vous expliquer un peu ce que moi j'appelle les patatoïdes de Reconquesta qui représentent les différentes thématiques sur lesquelles on veut travailler. C'est celui-là. Là, après, tu feras passer ça, sinon tu zoomes comme ça. Comme je ne comprends pas le mot patatoïde, je prends le relais. Bon, juste avant de démarrer, juste pour redire on vous remercie beaucoup d'être là. Et puis, je n'ai pas cité deux autres personnes que tout à l'heure. Olivier Lacaze, tu peux lever ton bras, c'est le beau gosse qui est bronzé et tout. Olivier représente l'étoile. Jean-Michel Sanson ne peut pas venir parce qu'il y a une grosse activité aujourd'hui sur l'étoile, mais merci à l'étoile de venir, d'être partant. Et derrière, au fond, qui est arrivé en retard, on a l'habitude, c'est Romuald Perron, c'est le monsieur là-bas en haut, qui lui est le vice-président du syndicat du cru, et donc qui mène une grosse action avec nous sur le syndicat. Donc je dis ça en introduction aussi parce que c'est un mouvement un peu de solidarité. 3-4 coopératives, 44 privés, on y est tous, on se dit, ben voilà, le constat a besoin de nous réveiller un peu. Reconquesta, c'est à terme, et ça c'est l'impulsion d'Alain, il y a 5-6 mois, un peu plus, de dire on démarre par une association qui est une préfiguration d'une coopérative, ce qu'on appelle une SCOP hein, dans le privé, mais ici, une série de coopératives qui à terme pourra recevoir des fonds. En fait, on s'est fait une belle réunion avec Carole Delga en octobre, le 10 octobre je crois bien. La région est venue nous voir, alertée par nous, mais alertée aussi par le GICB, à juste titre, et la région avait fait une avance significative pour la trésorerie du GICB et pour mener à bien un super projet de développement informatique. Donc la région est venue, Carole Delga et la région se sont dit, mais bon, vous étiez là aussi, on s'est dit, voilà, il faut aider le cru, et la région a dit, le département, on peut vous aider, mais maintenant, essayez de travailler ensemble, soyez solidaires, arrêtez d'être dans votre coin, les caves coopératives, les caves privées, arrêtez de vous disputer, etc. Et donc, on a dit ok, on a dit on se dispute plus, on est parti. Et donc, l'idée de Reconquesta est partie de là, en disant, on est tous ensemble, à bord d'un beau bateau que le film a montré, que Christophe a décrit, et on a plein de projets. Le premier, c'est l'identité, la communication, la promotion. Voilà, un exemple classique, on va à Port-Vendre, on discute, la région publique, Port-Vendre, on le disait tous, mais on va à Port-Vendre, on rencontre des gens de Port-Vendre, moi je ne suis pas très vieux, ça fait juste 25 ans que je suis ici, on rencontre des anciens de Port-Vendre qui disent, mais oui, mais nous on n'a pas de vin à Port-Vendre. Ben, juste le cru Collioure Bagnous, c'est pour les 4 communes. Voilà.
Les gens de Cerbère comprennent bien ça. Ils ont mieux compris que les Port-Vendrais. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore... Voilà, il y a deux appellations. Il y a une IGP Côte Vermeille. Donc on a besoin d'identité, de communication, y compris chez nous. C'est pas que l'international, c'est pas que Singapour, que Shanghai, etc. Il y a aussi, dans notre département, à faire un effort de promotion. Et puis voilà, on a mis CIVR, le CIVR va travailler avec nous. L'autre point, c'est la préservation du foncier et des paysages. Ça, c'est clé. C'est clé. La déprise viticole est importante, 30 et 50 hectares par an. C'est une catastrophe si on fait une courbe à 20 ans. À 20 ans, ma fille Juliette qui est là, moi j'aurais rejoint mon épouse sous terre, et elle n'aura plus de quoi, peut-être Georges te montrera encore peut-être, on n'aura plus d'hectares, on n'aura plus rien. Donc il faut se bouger maintenant, on a en gros 400, c'est ça, 500 hectares à sauver, 400-500 hectares à sauver. La SAFER est partante, nous a aidés, on va essayer de faire un gros travail, et on a eu l'idée, on en a parlé à la région il y a un mois, on a eu l'idée de dire on va faire une conférence foncière pour essayer de réunir un peu tout ce qu'il y a. On a prévu ça en octobre, pour regarder un peu pourquoi il y a des prises, est-ce qu'il y a du remembrement à faire, voilà, il y a un gros travail à faire. On a cité GDA, Pierre Bézel, etc. Ensuite, l'architecture du vignoble, par des démonstrations, ben oui, c'est un des premiers projets qu'on peut faire. Le GDA avait travaillé là-dessus, c'est-à-dire il faut qu'on fasse l'acquisition d'une parcelle, qui soit une parcelle type, une parcelle patrimoniale, sur laquelle nos amis estivants, touristes pourront se promener, ou même vendanger, etc. Et puis une autre parcelle, pourquoi pas deux parcelles, une parcelle un peu plus expérimentale avec les facs. On a discuté la dernière fois, on a eu une réunion au Maastricht, et des gens de la fac de Perpignan étaient là. Roger, tu étais là, il y avait quelqu'un de Perpignan qui dit mais oui, la fac de Perpignan est intéressée pour faire du labo, pour expérimenter avec vous, vignerons, etc. Voilà, donc on a des parcelles à acheter, on a une transition agroécologique, on en a parlé tout à l'heure, on a des désherbants, pas de désherbants, c'est quoi l'avenir du cru, désherbage manuel, du motocultage, ou simplement passer le débroussailleux, etc., etc. Donc on a un vrai sujet avec Côte de France, la GDH, l'agriculture. Et puis on a un observatoire économique du pôle export. C'est vrai qu'on est peu présent à l'export, très peu. Je sais que le GICB, c'est combien, je ne sais plus Yves, toi? Quasiment rien, c'est quelques centaines d'écoles. C'est ça, voilà. L'Olivier, c'est pareil pour c'est pas pareil. Donc si on prend les deux COP, qui sont les plus gros producteurs, c'est très peu. Donc on a un véritable effort à faire l'export. Et ça, le sud de France peut nous y aider, la région Occitanie, etc. On a le pôle viticole service des vignerons publics. Il y a un vrai outil qui va être mis en place. Et alors là, merci à la communauté de communes, Argelès, Géraldine Guérol, etc., qui prend le lead, sur le lieu du Maastricht, dans 1 an et demi, Jean-Michel à peu près, 1 an et demi, on va dire, on croise les doigts, sera inaugurée une école de sommellerie. Un vrai lieu pour tout le monde qui sera intéressé au cru, Banyuls, Collioure et IGP Colamaille et au vin d'ici. Un lieu de réception, un lieu où on pourra regarder le patrimoine, c'est pour ça que Roger nous aide là-dessus. Il y aura la muséographie, un musée, et puis il y aura de la formation de jeunes, etc. Donc une école de sommellerie, Institut de la vigne et du vin, du cru, retenez 2022, inauguration. Et puis une idée que Alain pousse, que le département que nous avons rencontré, que ce soit le préfet ou que ce soit le sous-préfet à Cerbère, c'est de dire cette route 214 aujourd'hui n'est pas digne de notre cru. Quand on regarde la compare à la route Napoléon, quand on la compare à d'autres routes en Suisse ou ailleurs, cette départementale 914 qui est merveilleuse, qui longe le littoral, aujourd'hui le département fait des efforts très importants, des efforts colossaux, nouveaux tunnels avec la SNCF, mais on a coupé les virages, on pourra accéder à Cerbère à ce matin de façon un peu plus agréable, avec des points de parking où on prend des photos, que ce soit au Réléry, etc., Perfit, etc. Bon, mais cette route de 914 qui doit devenir un attrait incroyable pour tous nos estivants. On est entre le Racou, Argelès, qui fait partie de l'IGP Côte Vermeille, jusqu'à Cerbère. Alors, quelle est l'entrée, quelle est la sortie, peu importe. Et l'idée, c'est de dire, c'est qu'on va magnifier, Alain va en parler tout à l'heure, tu en parles?
Après, le magnifier cette route née 114, le sous-préfet va nous aider à réunir un peu tout le monde, c'est de dire pourquoi pas faire une œuvre monumentale, je n'en dis pas plus, ça développera. Donc voilà, Reconquesta c'est tout ça, c'est dire on est ensemble, on n'est pas que des vignerons, on a besoin des pouvoirs publics, on a besoin d'entreprises privées, le Crédit Agricole joue le jeu, Europe aussi, etc. Donc on a un vrai souffle nouveau qui démarre. Voilà, on tente ça. C'est bon? C'est bon, juste après, on a le détail projet par projet, mais tu as quasiment tout dit. J'ai tout dit. Vous voyez que derrière chacune des thématiques, vous voyez ici, on avait jeté, ça n'a presque pas bougé, mais l'idée, c'est à partir de l'automne de lancer les différents groupes de travail thématique par thématique. Donc on a listé un peu plus de choses précises ici, mais le but de la réunion, c'est pas d'entrer dans le détail, même si les thématiques vous intéressent ici en particulier, on est preneur de toutes les forces, mais on y reviendra sur la façon dont chacun d'entre vous peut peut-être nous aider. Ah bah c'est toi la culture. Là, c'est la partie. Ah oui, on l'avait mis après, mais on peut enchaîner. Je voulais vous parler. Vous avez bien compris qu'on lance une campagne collecte de fonds, mais qui n'est pas unique. On ne fait pas que ça. On va bien sûr démarrer dans tous les cas en octobre, donc nos premiers projets. Dans tous les cas. Donc on est bien opérationnel. En octobre, on a donc Bernard vous a dit vigne patrimoniale. Alors, est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut une par village? C'est une grande question. Une vigne patrimoniale par village, ça veut dire quoi? Que les gens puissent aller dans une vigne. C'est le grand problème pour la majorité d'entre vous, je ne dis pas d'entre nous, c'est de pouvoir accéder aux vignes. C'est compliqué, c'est pas simple, c'est dangereux, il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir où marcher, il ne faut pas tomber, c'est compliqué. Donc on s'est dit simplement, faisons accéder nos donateurs, qui voudra accéder aux vignes. Donc l'idée c'est qu'on aura une vigne patrimoniale par commune. Une belle vigne patrimoniale, où les murettes seront refaites, où on pourra accéder, on pourra se garer, etc. Vigne expérimentale, donc on en a parlé, on va mettre un petit peu maintenant les nouvelles technologies, elles existent, il n'y a pas de raison qu'on ne les utilise pas. Donc une vigne expérimentale va être donc créée, donc on lance la démarche d'ici la fin de l'année, ça c'est les premières choses. Donc il y a la conférence, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler une tertulia, on va lui donner un joli nom, mais une grande conférence foncière donc, qui va avoir lieu à l'automne. Ça c'est important, très important. Remembrement, développement durable, nouvelles technologies aussi. Donc ça, on fait ça avec la région, le département, qui vont nous aider à cette grande conférence. Et puis, on attaque en octobre aussi des choses effectivement visibles sur un de nos défis majeurs qui nous réunissent tous, coopératives et vignerons indépendants, c'est le problème de notre notoriété. On est donc sur une notoriété de cru qui n'est pas aboutie, il n'est même plus la peine d'expliquer pourquoi, comment, etc. On oublie le passé, mais on veut maintenant aboutir à cette notoriété. Alors, la première idée, c'est qu'on va effectivement engager 2 œuvres monumentales, en schiste ou pas en schiste, un appel d'offres, des achats, on ne sait pas. Mais en tous les cas, à l'automne, donc Reconquesta crée les conditions de cet appel d'offres, qui aura lieu très certainement sur un terrain public, donc du département, très certainement, donc avec un appel d'offres où on pourra se garer, on pourra se parquer, se prendre en photo, et peut-être, ça c'est un défi, qu'il faut réussir, peut-être cette image, peut-être ces sculptures participeront à notre notoriété, parce qu'on se prendra en photo avec. Donc l'idée c'est une accolure, une acerbère, d'accord? Donc dans des conditions qui doivent être normales, régulières par rapport au trafic routier, c'est pas rien. Donc on mène cette étude-là avec le département et l'État actuellement pour réussir ça. C'est important, ça ne sera pas unique, mais ça fait partie de nos dispositifs, on attaque tout au même niveau. De la même façon, qu'on va engager un projet artistique sur le vignoble. Alors lequel, on ne peut pas vous le dire, puisque c'est un projet qu'on va créer avec le collectif. Il y a des artistes à Collioure, vous le savez, à Cerbère, à Port-Vent, à Banyuls. Dieu sait si on a des créateurs extraordinaires. Eux connaissent leurs nécessités. Nous, on connaît nos besoins, on connaît nos difficultés. Donc ensemble, on va essayer de créer un projet collectif artistique sur le vignoble. Donc ça, c'est à venir, c'est une grande démarche quand même, malgré tout, à engager. Donc ça, c'est dans les projets. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qui vont être menées, mais là, pour l'instant, il nous appartient de valider, de rendre faisables tous les projets dont on vous parle. Donc déjà, à l'automne, on engage ce qu'on vient de dire. Ensuite, d'autres choses arriveront, vont se passer, évidemment, pour préserver, évidemment, notre vignoble. Encore une fois, on est sur le paysage et sur le vin. On est sur les deux choses. De la même façon, on attaque tout en même temps.
ça qui peut paraître un peu troublant. On attaque toutes les actions en même temps. Voilà. Donc tu voulais montrer la suite Oui, on peut, ouais. tu peux zapper. Ah, d'accord. Je montre, D'accord. je zappe pour toi. Si tu veux. Ah, Voilà, c'est à quoi ressemble. Bon, voilà. Alors, par contre, oui, vous voyez, l'humour ne peut pas être innocent de notre combat. Je veux dire par là qu'on a fait faire cette image. Bien sûr, c'est pas ça qu'on va faire, vous avez bien compris, mais malgré tout, ça le mérite de dire qu'une œuvre monumentale, ben, on peut la faire parce qu'on en fait partout. Pourquoi on ne le ferait pas là? Alors ça, c'est une œuvre dans le Montana qui a mis 5 ans à être réalisée et qui a duré 2 ans. Nevada. Dans le Nevada, qu'est-ce que j'ai dit? Montana. Ah, Montana, excusez-moi. C'est les Américains là. À côté. Je ne sais pas si vous Excuse me. Donc voilà, elle a duré 2 ans, c'est une œuvre éphémère qui a duré 2 ans. Et là, nous, c'est par l'humour un petit peu voilà, qu'on approche ça. Cette image est importante pour nous parce que c'est avec ce genre d'image qu'on a pu convaincre un peu le département et l'État pour dire, ben voilà, on peut faire quelque chose. Encore une fois, c'est pas ça qu'on va faire. Voilà. Bon, toujours l'humour, voilà. Pour amuser un petit peu. C'est le premier qu'on avait vu. Et là, voilà, vous êtes sûr que tant que nous saurons conserver, aimer et travailler les lignes en terrasse du Club Urbanus, nous serons à l'abri de toute tentation de bétonisation de la côte vermeille. D'ailleurs, ça fait un petit clin d'œil, nous verrons que la mer à boire, on verra avec nos retombées presse, vous avez peut-être vu Le Monde où il nous a fait un titre un peu particulier, mais l'article est intéressant, on est visible dans Le Monde. Je reprends la main sur nos outils de com, un peu de merchandising, si on dit ça comme ça, et puis parce que vous voyez qu'on porte l'habit quand même, hein, on mouille le maillot comme on dit, donc on fait un peu de com. On l'a lancé ça pendant le... Parce qu'on vous a pas refait l'histoire du projet, mais on avait ça dans les tuyaux à l'automne, suite à la venue de la région, Carole Delga, qui nous permet de lancer le projet de développement territorial. Arrive la crise sanitaire que vous connaissez, on avait ça dans nos cartons et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On déconfine, on se dit qu'est-ce qu'on fait avec notre projet, est-ce que c'est le bon moment ou pas? On a consulté J'aime le patrimoine, la plateforme d'Artagnan qui avait décidé de lancer à partir du 12 juin cette campagne J'aime le patrimoine. Et d'Artagnan nous a dit oui, allez-y, c'est peut-être le bon moment, votre projet a peut-être une espèce de supplément d'âme, en tout cas nous on l'espère, qui va résonner dans l'esprit des gens. Donc c'est comme ça qu'on a lancé, on a commencé à exister sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Donc vous voyez nos visuels ici, les roll-ups qui sont en déco à chacune de nos réunions, le flyer que vous connaissez par cœur. Si vous ne l'avez pas, évidemment, n'hésitez pas à en prendre et à relayer autour de vous, parce que notre support, c'est celui-là pour le moment, pour la campagne collecte de fonds, avec un système de dons et contre-dons qu'on voit ici. Notre diplôme de donateur, parce que dès qu'on donne un petit peu d'euros qu'on met dans le cochon Reconquista, dans la tirelire, on devient à minima diplôme de donateur, avec le nom. Voilà. Symboliquement, les gens, les plus petits donateurs auront ce diplôme, et puis d'autres auront des contre-dons un peu plus conséquents. Nos articles, vous les voyez un peu sur nous. Ils sont à la vente ici. Si vous voulez repartir avec le t-shirt souvenir, c'est possible. On peut vous fournir quelques t-shirts. On vous a mis aussi, n'hésitez pas à marquer vos voitures avec nos autocollants si vous voulez être ambassadeur de Reconquista. Ça, c'est en préparation. Peut-être qu'on fera ça sous forme de badge, on verra. Nos actions et retombées presse. Ça, c'est intéressant parce que voilà, je vous l'ai dit, on existait sur les réseaux sociaux à partir du printemps, donc Instagram et Facebook. Donc allez-y. Allez-y, si vous êtes connectés aussi, merci de liker nos pages et de devenir amis. On a déposé la marque, Reconquista Côte Vermeille. On a eu un communiqué de presse en juin. Vous voyez, on est tout jeune. Hein, on vient vous voir ici en exercice. C'est sympathique parce que disent les gens de nous quand ils viennent? Alors il y a des locaux qui disent, mais aussi des gens de l'extérieur. Et c'est intéressant parce que finalement, alors peut-être que les gens qui donnent, par définition, sont convaincus du projet. Donc ils ne vont pas nous dire de méchantes choses sur le... Mais quand même, vous voyez, là on a un Anglais qui nous dit qu'il est très heureux de préserver l'héritage de ce grand pays. Là, un petit clin d'œil en catalan, modeste don, mais un don pour notre patrimoine viticole catalan. Je vous laisse picorer, hein, comment ne pas contribuer à ce projet. Ici, un vigneron, voilà, en souvenir de son grand-père, se souvient de la pénibilité voilà, parmi tant d'autres, donc donation ici. Exceptionnel terroir de Magnus et Collioure, exceptionnel vigneron. Exceptionnel vin AOP que sont les Magnus et les Collioure. Voilà, un petit jeu de mots sur les murettes. Deuxième page, bon courage et continuation, classique, mais voilà, sauvons notre patrimoine, courage, bonne chance. Ces hommes et ces femmes qui travaillent et vivent ce beau vignoble font partie de notre environnement. Donc une évidence que de les soutenir. Un clin d'œil à un événement à Collioure ici, les Muséiques. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez devenir volontaire.
Vous pouvez relayer, passer les tracts à vos proches, en parler autour de vous, relayer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous avez des idées, pourquoi pas, vous pouvez devenir organisateur. Nous, on est prêts à vous accompagner, à labelliser les événements, à trouver des synergies possibles. Donc voilà, quelques idées ici, mais toute l'imagination est au pouvoir, comme on dit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment devenir vous-même donateur, mettre quelque chose pour la cause, si vous êtes convaincu. Et vous pouvez, là c'est un peu plus technique, mais vous pouvez aussi devenir souscripteur au capital de la future SCIC. J'en ai presque fini et voilà, on termine là-dessus avant de vous passer la parole et à répondre à vos questions. Pour que le Cru Banyuls Collioure continue d'exister, devenir acteur et ambassadeur. Et puis on s'est dit que comme on a des paires de chiffres ici, Confucius devait peut-être nous faire un clin d'œil avec l'homme qui déplace une montagne, commence par déplacer les petites pierres. Merci. On essaye de répondre à vos questions maintenant. Tu veux le micro ou pas? Le micro, Oui. tu crois? Oui. Nous, on crie, mais il ne mord pas aujourd'hui. Fonctionne. Oui, c'est bon. Pour des raisons familiales, je suis obligé de vous quitter, mais auparavant, je voudrais, si vous le permettez, faire 4 remarques. D'abord, sur le film d'introduction, qui est teinté d'émotion, pour ceux qui avons connu les personnages qui figurent sur ce temps. J'ai reconnu M. Paul Ramillot, par exemple, et d'autres personnes. Deuxièmement, si vous cherchez des lignes patrimoniales, je me mets à disposition pour vous en montrer 2 d'exceptionnels, sur lesquels j'accompagne des dizaines de journalistes qui sont admiratifs devant ces lignes et devant le travail qu'effectuèrent ceux qui firent les murettes. Les Banyulais ici présents se souviennent que le meilleur muletier de Banyuls était David Barreda. Sur la route qui prolonge le Mas Guillaume, il est une vigne exceptionnelle. Mais il y en a une autre que l'on peut aller voir en tant que vigne patrimoniale. Troisième remarque, l'idée est généreuse et j'espère que vous conserverez, que nous conserverons, l'enthousiasme qui guide vos actions. Et enfin, avant de partir, je voudrais vous rappeler, suite à l'article des vignes à la mer, qui est paru sur Le Monde, que Banyuls est la première cité Odyssea d'Europe, lequel projet Odyssea était destiné à subventionner, plus ou moins, des actions qui relieraient la terre et la mer. Voilà, je voulais faire ces 4 remarques. Maintenant, je vous prie de m'excuser parce que je dois m'en aller. Merci. Barreda, c'est de la famille, Laurent? Oui. Ah oui? Ah oui, top. Oui, bonsoir, c'est Bernard Gillet. Je suis coopérateur au GICB. Alors, ce que vous avez présenté, c'est très bien, le travail qui a été fait en amont, mais ensuite, il faut parler de la suite. Et je suis pragmatique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir derrière, il y aura une structure qui devra être installée pour animer tout cela. Donc, je voudrais connaître, moi, comment sera constituée cette structure. Est-ce que vous avez des organigrammes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait là-dessus? D'accord. Donc, ce sera pour l'instant la seule ma question. Voilà, merci. Bien, très bien. Écoutez, on va vous répondre très simplement. L'aventure Reconquista est partie de notre syndicat du Cru Banyuls Collioure, qui regroupe donc coopératives vignerons indépendants. Ces réunions sont toujours un peu difficiles et on a voulu aller au-delà de ça parce qu'on ne s'en sortait pas. On a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses ici, il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de programmes. Les dernières, on pense à la charte paysagère, il s'est passé plein de choses, mais qui n'aboutissent pas. Donc on a voulu aller au-delà. Au-delà. C'est-à-dire le syndicat est un organisme de contrôle, est un organisme, une ODG avec une délégation de service public qui ne peut pas tout faire. Donc on a décidé d'aller au-delà et on est parti à la base sur une équipe de volontaires. Je peux vous dire 14 personnes. 14 personnes qui sont engagées à passer des soirées pour inventer, créer, trouver une dynamique. Et on l'a même appelé la ultima sorte, notre dernière chance. Vous voyez, donc c'est quand même lourd de conséquences. Donc ces 14 volontaires ont démarré. Ensuite, il se trouve que les vins de la Côte Vermeille
sont, ça c'est pas nous qui le disons, sont la locomotive des vins du Roussillon. Parce que comme ça, officiellement, dans notre échantillonnage de vins IGP de Catalane, Côte du Roussillon et j'en passe, il se trouve qu'on est la locomotive des vins. Sauf que l'interprofession ne nous aide plus. Et donc on a décidé d'aller un petit peu au-delà, précisément, et donc la locomotive, puisqu'on était un peu le train, il y a une locomotive qu'il faut faire fonctionner. Et bien là on a mis un wagon, on a mis un premier wagon, et viennent tous ceux qui veulent. Vous savez que dans le développement, tant que ça n'existe pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc c'est normal qu'on ait une profession un petit peu pétrifiée, et par tradition, en agriculteur, en paysan, il faut voir les choses pour qu'elles, j'ai envie de dire, pour qu'elles existent. Donc on a monté ce train avec un wagon, et viennent tous les gens qui veulent, au fur et à mesure. La problématique du projet de maîtrise d'ouvrage qui va se créer, vous avez vu, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, mais il se trouve que c'est une rare structure française dans notre juridique français qui permet d'associer collectivité publique, argent public et argent privé. Donc déjà ça. Donc il y aura plusieurs collèges. Il y aura le collège des collectivités, il y aura le collège des entreprises, mais il y aura aussi, surtout bien sûr, des vignerons, mais il y aura aussi le collège des personnes physiques. Vous avez à Banyuls beaucoup de personnes, et que m'importe vendre, et à Collioure, qui sont retraités, et qui ont envie de faire quelque chose. Dieu sait si on en rencontre de plus en plus, là, eh bien, ils pourront venir avec nous dans ce cadre-là. Donc, vous voyez que la future structure de gestion de tous ces projets, programmes, est ouverte à tous. Tous ceux qui voudront rentrer viendront, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais encore une fois, tous ceux qui voudront venir viendront. Moi, ça ne répond pas à ma question. Ah. Je ne parle pas des gens volontaires bénévoles. Il y a des gens qui prendront en charge cette structure et qui auront des responsabilités à la fois juridiques et à la fois d'exécution de certains projets. Donc moi, c'est cette structure que je veux voir. Je suis né à Banyuls, j'ai vu les évolutions, les difficultés des différentes cases depuis la Vandengue, le GICB, l'Union, l'Étoile et autres. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, peu qui se sont faites, et sur les rares qui se sont faites, peu ont eu effectivement une efficacité réelle sur le terrain et sur le commerce. On ne peut pas recommencer la même chose. Donc, dans la structure, si on retrouve les mêmes acteurs que jusqu'à présent, c'est pas la peine de rentrer. Voilà. D'accord. Bon, vous pourriez être plus précis, mais... non, mais... D'accord, bien sûr. Bien sûr. Vous m'avez dit, il y a une délégation de... Oui. Comment ça s'appelle cette coopérative, elle sera maître d'ouvrage. Oui. Donc il y a des responsabilités, et il y a aussi, ce qui a beaucoup fait défaut jusqu'à présent, de la transparence. D'accord, très bien. Voilà, on souhaite de la transparence. Donc on ne rentrera pas là-dedans, on ne financera pas cette structure tant qu'on n'aura pas une certitude sur ces trucs. C'est formidable ce que vous dites, c'est exactement ce que nous aussi on veut faire. C'est bien pour ça. Je voudrais vous rappeler, monsieur, que Reconquesta n'est pas un autre syndicat, n'est pas une autre coopérative, n'est pas un opérateur viticole, c'est un dispositif qui s'ajoute. Et Reconquesta ne sera pas non plus un office de tourisme, il y en a 4 sur la côte, ça suffit. Donc Reconquesta est une nouvelle structure qui va prendre en charge ce qu'on n'a jamais pu faire avec les autres organismes. Donc on va de l'avant, et je vous invite avec félicité et passion à venir nous rejoindre à la création de la coopérative pour prendre partie au nouveau projet. Il y a juste une chose que je veux préciser, c'est qu'on parle de risque de perdre 30 à 50 hectares tous les ans, c'est vrai, mais ça fait plusieurs années que l'on demande au cadre de nous aider dans la lutte contre le sanglier qui est au niveau récolte l'équivalent de 30 à 40 hectares tous les ans. Et là, rien n'est fait. Ni par le GDA, ni par le... C'est individuellement qu'on doit intervenir au téléchasseur ou du préfet pour demander une battue. Alors que ça pourrait être fait collectivement. Et faire connaître aux décideurs, notamment à la préfecture et aux sociétés de chasse, que ça nous coûte énormément cher. Ce sont des points particuliers de viticulteurs. Bernard, je comprends bien. On l'a abordé avec Laurent Barédin
il est maire en conseil de surveillance du GCB, et on fera passer à tous les vignerons, je pense, un moyen. Il y a un numéro de téléphone qui est... Il y a déjà eu des Alors, demandes. bon, donc si tu n'as pas de réponse, c'est pas réponse. Georges. Bernard, tu Ouais. connais ma vigne, hein? Oui, Vas-y voir, il n'y a pas un seul qui n'a pas été touché. Pas un. c'est le bord de ça, Pas la voir. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Trois questions sur le sujet, un code question en général. Parce que, pour rappel, le syndicat agricole, en l'occurrence le dispositif dégâts sangliers, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais dégâts sangliers, c'est aussi des syndicats agricoles qui s'organisent pour que vous soyez indemnisés. Donc il y a quand même une dimension de gestion collective qui est derrière pour lutter contre ce fléau. Mais on retient l'idée, c'est un tout petit morceau. On va pas arrêter de travailler les vignes, moi je vous le dis. Hein. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur ce projet. Quand vous avez la moitié de la récolte qui s'en va, vous avez un minimum de continuer, bien on n'est pas nombreux. Hein. Nous, les retraités, je vous fais remarquer que si le GICB ou l'ensemble du cadre continue à vivre, c'est grâce aux retraités qui continuent à travailler les vignes. J'ai 80 balais et je continue. Très bien. Oui. Moi, j'étais un peu... je voulais dire quand même que continuer à utiliser du glyphosate, presque revendiquer de continuer à utiliser du glyphosate, ça me paraît vraiment un peu dépassé, quoi, parce que on sait bien que le glyphosate, il va falloir l'abandonner, mais il faut donc trouver autre chose. Et je pense qu'un des buts, des objectifs en tout cas, devrait pouvoir être de trouver une solution pour remplacer le glyphosate, ou, enfin pas pour remplacer chimiquement, hein, je suis chimiste en plus, mais pour désherber, ou ne pas désherber d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des essais de vignes enherbées qui peuvent être intéressants, mais en tout cas, le glyphosate, il faut arrêter, c'est sûr qu'il faut arrêter. Voilà, et ne fût-ce que parce que les consommateurs, d'ici très peu de temps, les choses traitées au glyphosate, ils n'en voudront plus, hein, ils auront raison. D'autre part, il y a un autre point dont je voulais parler, c'est quand je vois que la SAFER soutient, moi, je ne sais pas qui était responsable, il y a quand même eu des tas d'endroits où les vignes, on a supprimé et on a fait sauter les murettes. Qui est responsable de ça? C'est ahurissant. Et moi, je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? J'espère que non. Hein, et la préservation des murettes, ça devrait quand même être un des objectifs aussi. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour l'intervention et merci pour l'intervention de Bernard et de Georges. Ce qui montre bien, parce que il y a du glyphosate, il y a les murettes, il y a la SAFER, il y a des prises agricoles. En fait, vous résumez l'ensemble de la problématique et ce que vous dites avec passion, et avec une vraie passion, je connais les vignes de Georges, elles sont merveilleuses. Vous dites avec passion, tout ça c'est dans le projet. C'est-à-dire que si on ne résout pas tout ça en même temps, et effectivement, vous avez raison, les générations futures n'auront plus les 1300 hectares qui surplombent la mer, comme le disait Roger tout à l'heure, et qui sont un patrimoine à sauvegarder. Donc oui, vous avez raison, tout ça doit être pris et englobé dans un vrai projet de développement territorial, à la fois trouver des solutions agroécologiques, on l'a marqué, c'est ça le partie des priorités, à la fois retrouver des ressources de main-d'œuvre pour pouvoir aider la reprise après les retraités, etc. Donc il y a plein de sujets. Et tout ça en fait partie, et merci de vos passions. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? L'occasion vous en est donnée. Oui, allez. Merci. Oui, je me présente donc Guy Stoppé, je suis conseiller régional et je faisais partie de l'équipe, j'étais présent lors des différentes interventions de la région ici. Moi, j'attire votre attention sur le fait que nous sommes toujours vos partenaires. On est intervenu sur le Club à News sur le premier point qui était le JCB, la ligne alerte du JCB qui était venu, M. Vareda, M. Reiner, qui était venu nous dire attention, on a un problème, est-ce que vous pouvez nous aider? On a développé très rapidement, ça s'est déjoué, je crois, en 3 mois, une somme non dérisoire, qui était plus de 700 000 €, pour que le JCB poursuive et avance, et je sais que les choses continuent à avancer, même si le Covid est venu perturber un certain nombre de choses. En ce qui vous concerne, on a élargi, vous savez, Caroline est venue fin octobre, je crois que c'était cette date, je ne suis plus en tête, hein, elle était venue pour présenter un projet beaucoup plus global, parce que le JCB, certes, est une structure très importante, mais vous avez dans le Club à News d'autres
déjà la preuve est faite. On vous a bien proposé de venir vous aider à développer et à travailler. Ce développement passe par quoi? On avait vu très rapidement sur les grandes lignes qu'on était prêt, y compris à vous payer vos études, à payer les études de ce que vous souhaitez faire. Lancer un appel, donc la candidature avec un bureau spécialisé dans ces domaines-là, que vous aurez choisi, mais il n'est pas question de faire à votre place, que ce soit très clair. La région n'est pas là pour ça, elle est là pour accompagner les projets, elle n'est pas là pour faire la place, ni les communes. Jean-Michel peut témoigner, tu le verras pour Servère, on n'est pas là pour faire à la place. On fait, on accompagne. Donc on vous a proposé effectivement, pourquoi pas, de prendre un bureau d'études que vous choisissez, avec qui on travaillera en partenariat, pour dire voilà, nous voilà notre axe. On était plutôt parti sur la partie marketing, vente du produit, parce que c'est ce qui nous paraît aujourd'hui le plus dur pour vous, c'est de dire bon, ce produit il a une valeur, il faut à tout prix le montrer, et vous aider à l'export, parce que la région, vous savez, avec sa marque mondiale, le sud de France et les maisons que nous avons un peu partout sur le monde entier, était capable de vous aider avec des choses que vous ne pouviez pas payer, puisque c'est pas le but, hein, c'était la région qui nous prenait en charge, vendre vos produits et dire voilà, en Chine, vendre ses produits, vendre aux États-Unis, le vendre partout, on sait très bien les difficultés qu'on a aujourd'hui, mais si c'est la région qui le porte, ça peut vous aider un petit peu plus. Donc, sur cette partie-là, on peut vous aider. Et puis, il vient d'être mis en place, et vous le savez, a été voté à l'Assemblée plénière du 16 juillet, un process particulier qui a été décidé suite aux problèmes qu'on rencontre partout, dans toutes les économies, que ce soit le tourisme ou autre, liés à cette crise sanitaire que nous avons. Et nous avons débloqué 7 millions d'euros supplémentaires qui vont générer 14 millions d'euros, c'est les chiffres qu'on a calculés, pour aider la viticulture, sur le pass viticole et sur la relance, le pass relance viticole. Là-dessus, il y a trois axes principaux sur lesquels on travaille. C'est les axes directement auprès des entreprises, c'est-à-dire auprès des cadres, hein, très clairement. Des axes ensuite sur, encore une fois, la promotion au niveau international. Et des axes propres à nous-mêmes sur la vente de nos produits, un peu comme on l'a fait avec des produits de ma région où Amazon nous a fait la gueule quand on leur a dit on achète d'Amazon, ça leur a pas plu Amazon, mais nous on a fait ça pour que tous les produits locaux, les producteurs locaux puissent vendre leurs produits. Et on a aidé fortement, et ça a pas mal marché, on n'était pas les seuls, mais ça a pas mal marché pour vendre nos produits en local. Donc voilà les trois axes. Donc je vous réitère et je vous redis encore une fois, nous sommes à vos côtés, nous sommes prêts. Quand vous allez avancer sur ce projet, je pense que ne traînez pas trop, faites-le vite. On est à vos côtés pour travailler ensemble et avancer avec des gens qui, chez nous, ont une certaine compétence. Je ne parle pas pour moi, je parle des services qui ont cette habitude de gérer sur l'ensemble du vignoble, puisque il faut savoir quand même que le vignoble Languedoc-Roussillon, parce que c'est surtout là que ça se situe. C'est pas la Grande Occitanie, c'est l'ancien Languedoc-Roussillon, c'est le premier vignoble de France. Et on y est dedans. On y est notre côte de Roussillon, mais je revendique mon côté catalan, là on est dedans, donc il faut se battre à tout prix avec ça. Donc sachez qu'on est à vos côtés, préparez-nous et présentez-nous les projets que vous avez, et on est là pour vous aider. Alors on n'est pas là simplement pour signer l'échec, on est là pour vous accompagner dans des projets qu'on verra ensemble viables, on ne peut pas partir n'importe où, hein. Mais c'est vous qui les ferez. Encore une fois, on ne fait pas à votre place. Voilà ce que je voulais vous dire sur la région, il faut compter sur nous. Dès la rentrée, avec les services de la région, avec la présidente, elle était venue, vous rappelez-vous qu'elle était venue déjà là, et elle m'avait interrogé il n'y a pas très longtemps pour savoir où c'est qu'on a été, mais bon, le transitoire ne nous a pas arrangé les uns les autres, donc on est prêts, on est toujours prêts à venir à vos côtés pour travailler sur l'ensemble de ce flux, parce que, enfin pour moi, c'est évident de dire que ce flux, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher. Je suis catalan, c'est facile de le dire, mais il faut aller au-delà, il faut le pousser au-delà et montrer. Vous avez parlé des paysages, vous avez parlé des coupes de feu, vous avez parlé du tourisme. On a créé un grand site ici qui s'appelle Côte-Vermeille, Collioure en Côte-Vermeille, et ça correspond à tout notre parcours. Ces grands sites, il faut qu'ils soient valorisés, c'est ça vous le valorisez, et on le valorisera tous. Donc c'est avec tous les producteurs ici, quels qu'ils soient, il faut travailler. Et donc on est à vos côtés pour vous aider à pousser cette marque, à la faire reconnaître partout, et faire que ce produit redevienne attractif. Et s'il redevient attractif, on parlait tout à l'heure du foncier. Il y a la SAFER, mais nous avons développé aussi une structure qui s'appelle l'établissement public foncier régional, qui aujourd'hui n'était pas destinée complètement à l'agriculture, mais qui va s'y destiner. Si par exemple une commune, j'en parlais avec le maire, je réitère à Jean-Michel, si une commune demain décide que tout un secteur ne doit pas partir en spéculation, je sais qu'on est protégé par les lois littorales, les lois montagnes, etc., mais quand même, si vous décidez que ce secteur, vous voulez à tout prix le valoriser pour faire de l'agriculture et de la viticulture en particulier, parce que c'est ça qu'il faut aller ici, eh bien nous on est prêts, au niveau de l'établissement public foncier régional, qui est une agence de la région, à venir acheter à votre place, et on l'achète et on le mange. Et ce truc-là, il est gelé, il est acheté à prix coûtant. Et lorsque, enfin au prix du marché, et lorsqu'il est acheté, le jour où vous avez des viticulteurs qui veulent s'installer, vous venez nous le dire, vous venez le dire à l'EPFR,
Moi j'ai un âge d'œuvre, vous, collectivité locale, c'est les élus qui le décident. Dire voilà, ce monsieur, il a vraiment vérifié qu'il est agriculteur, qu'il veut s'étendre, qu'il a un projet intéressant, il veut monter des choses, etc. Et on revend l'EPF qui a gardé ça peut-être 3 ou 4 ans, revendra les terres au prix de l'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sou de spéculation sur rien. Et à ce moment-là, ça aide énormément les viticulteurs qui justement sont victimes de spéculation. Si ça a été acheté, négocié au niveau des prix des domaines, négocié parce qu'on le fait de manière très stricte, et ensuite c'est gardé, c'est conservé et c'est revendu au même prix. Il n'y a rien de plus à rajouter, il n'y a pas de spéculation. Ça fait partie des outils qu'on peut mettre à notre disposition. Voilà ce que je veux dire. J'étais un peu long. Non, pas du tout, au contraire. Juste, avant de laisser la parole au maire, juste pour dire que ça fait quand même un peu chaud au cœur d'avoir des élus locaux, des maires engagés, alors il y a des nouveaux maires, mais je présume bien que le nouveau maire de Collioure était présent aussi, le nouveau maire de Pambon, le nouveau maire de Cerbère, des nouveaux maires qui rentrent dans le jeu, le département joue le jeu aussi, l'État avec le préfet, le sous-préfet de Céré qui nous a bien reçus, et puis la région. Donc merci beaucoup pour votre intervention et merci beaucoup pour votre soutien. C'est pas prévu, mais M. Brou va dire un petit mot. Monsieur le maire de Cerbère. Bonsoir à toutes et à tous. Donc bien sûr je suis présent parce que la commune de Cerbère, comme les 4 communes de la Côte-Vermeille, nous sommes solidaires des viticulteurs et bien sûr solidaires et inquiets, puisque vous l'avez bien entendu, Cerbère est la première commune touchée par la perte de ses vignes. À Cerbère nous avons 3 viticulteurs professionnels. Les 3 viticulteurs en moyenne d'âge de 45 ans. Donc on peut dire que dans 15 ans, s'ils sont costauds, ils seront encore là. Mais c'est possible qu'ils s'arrêtent avant. Donc voilà, c'est cette inquiétude. Et bon, la Côte-Vermeille ne sera plus la Côte-Vermeille s'il n'y en a plus de vignes. Donc voilà, il faut vraiment être solidaire de cette problématique, mais aussi se poser la question comment on va distribuer les grains, mais surtout comment on va le faire. Et s'il n'y a plus de jeunes pour aller travailler la vigne, la cause est un peu perdue. Donc il faut surtout pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'installer et à continuer de poursuivre cette magnifique aventure. Voilà. Merci. Je vais essayer de lever, parce que tout le monde me voit, parce que je ne vais pas trop parler la suite. Voilà. Donc, d'abord, les premiers mots, c'est des mots de félicitations à travers ces bénévoles, à travers le syndicat de Cuire, à travers tous les acteurs qui ont monté ce beau projet. Un projet qui n'est pas simple à monter, et on a vu dans les premières questions, on a déjà vu les contradictions et tout un tas d'interrogations par rapport à l'avenir de ce projet. C'est un projet qui débat, qui débute, et moi je lui souhaite bon vent, j'espère qu'il va continuer longtemps, en tout cas la ville de Venus-sur-Mer, mais les autres communes aussi, parce qu'on a déjà parlé entre nous, on sera avec vous, on va vous aider, et on va vous soutenir. Donc ça c'est déjà une première prouesse que vous avez fait, parce que le premier but c'était de faire parler et travailler les vignerons ensemble. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Et au moins, déjà, le premier challenge est réussi. Donc merci pour ça, pour ce que vous avez fait. Moi, ce que je voudrais dire, le message que je voudrais délivrer, c'est de dire que le paysage viticole à Venus-sur-Mer, c'est un AOC. Et les AOC, ça fait partie du patrimoine commun. Voilà. Et qu'actuellement, ce paysage, seuls sont les vignerons qui l'entretiennent. Voilà. On est tous heureux de voir ces murettes, ces vignes, ces paysages magnifiques, mais la vérité, les seuls qui travaillent ces paysages, les seuls qui les font vivre, les seuls qui les ont créés, ce ne sont que les vignerons. Et les vignerons, ils l'ont fait à travers leur travail, avec la coopérative, à travers les cas particuliers. Ce vigneron, il est très tourmenté, il est très compliqué, très exigeant, et il ne concerne pas que les 4 communes. Il va au-delà, parce que vous en avez parlé dans votre exposé, c'est aussi la locomotive du département. C'est aussi les paysages qu'on voit dans tous les catalogues, dans toutes les revues. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire un reportage sur les paysages viticoles, alors il vient sur le plus connu Urbanus et il veut faire des jolies photos sur nous. Voilà, donc je pense que ce vignoble, il faut qu'il arrête d'être un fer à valoir et qu'on s'y penche dessus de manière conséquente et qu'on le fasse vivre. Donc ce vignoble, il a aussi un intérêt au niveau du département, au niveau de la région, et la région le sait bien, le département le sait aussi. Parce que les Pyrénées-Orientales, on dit Bagnols, la Côte-Vermeille ne serait pas ce qu'elle est sans les vignes, mais le département, la région ne serait pas ce qu'elle est sans ces paysages viticoles qui sont assez fantastiques. Et je peux vous dire que des paysages de vignobles, de montagne au bord de la mer, il n'y en a pas beaucoup dans le monde entier. On peut les compter sur le doigt d'une main. Donc c'est un patrimoine qu'on a hérité, que nous devons transmettre, et c'est un patrimoine qui est inestimable parce qu'il a été fait à la sueur,
avec beaucoup de personnes qui ont travaillé, pierre après pierre, ils ont construit ce fabuleux paysage. On a beaucoup parlé des sculpteurs de montagne pour qualifier les vignerons. Mais ce paysage, il plaît à tout le monde, mais seul, je le répète, il faut bien l'entendre, seul pour l'instant les vignerons le financent. Et donc, le deuxième but de la Reconquista avait essayé aussi d'aller chercher des mécènes, des gens qui disent on ne veut pas voir partir ce paysage et on veut aussi nous porter notre pierre à l'édifice et quelque part aider à financer ce paysage. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des collectivités? Au niveau des collectivités, on s'est beaucoup mobilisé et on s'est beaucoup mobilisé à travers la communauté des communes, à travers la région, à travers le département pour créer cette école de sommellerie, cet institut de la vie et du vin. Je pense que ce sera le titre qu'elle aura à la fin. Pourquoi? Parce que le diagnostic qu'on a fait les uns et les autres, depuis de nombreuses années, c'est qu'on manque de notoriété. Et la notoriété, ça ne s'achète pas, ça ne se décide pas, ça se crée petit à petit, pas à pas, on crée la notoriété. Et on a voulu créer cette école de sommellerie avec 3 niveaux. Un niveau qui est la formation, parce qu'il faut absolument former des personnes pour qu'elles deviennent des ambassadeurs de ce cru, de ce magnifique cru. Il faut qu'on arrive à faire de l'onotourisme pour que nos touristes, avec nos chefs de cuisine, fassent des accords mets-vins et qu'ils deviennent aussi des ambassadeurs de ce cru. Et puis il faut qu'on fasse venir des sommeliers prestigieux pour qu'ils amènent de la notoriété à ces écoles de sommellerie et qu'ils créent des ateliers de dégustation et de découverte de nos crus. Et là aussi, ça nous permet de créer des ambassadeurs. Donc, devenons tous, les hommes et les autres, des ambassadeurs de ce cru à travers ce qu'on a fait. Ces écoles de sommellerie, beaucoup n'y croyaient pas. C'est quand même plus de 3 millions d'euros qui sont investis sur le Maastricht, qui était complètement abandonné, qui ne servait pratiquement pas plus à grand-chose, et qui permettra, c'est un premier pas, qui permettra d'aller plus loin. Le deuxième message que je veux dire, c'est que ce vignoble de montagne au bord de la mer, il manque de notoriété, nos vins manquent de notoriété, parce qu'on n'est pas dans les prix du marché. Les vins n'ont pas de notoriété, ils sont en dessous de 8 euros, 7 euros la bouteille. Les vins qui ont la notoriété sont beaucoup plus chers que ça, ils se vendent entre 30 et 40 euros la bouteille. Nous sommes sur un prix du marché entre 15 et 25 euros la bouteille. Ça veut dire que sans notoriété, c'est très compliqué de vendre nos vins, même si, comme vous l'avez dit, c'est une bouteille pour 20 personnes, mais une bouteille pour 20 personnes, quand on achète du vin, c'est culturel, on rêve, on achète du vin, des paysages, mais on achète aussi, quelque part, les gens se valorisent à travers ce qu'ils consomment, à travers ce qu'ils font consommer à leurs amis, aux gens qui reçoivent. Et donc, il faut absolument qu'on amène de la notoriété à ce truc. Le deuxième levier, que je voudrais, j'en ai parlé avec mes amis maires, puisqu'on se connaît depuis longtemps, avec Christian, avec le maire de Port-Vendre, avec Grégory, avec le maire de Collioure, il faut qu'on relance l'idée qui avait été mise en début du mandat de 2014 de classement dans le patrimoine de l'UNESCO du savoir-faire des vignerons. Parce que même si la démarche est longue, même si la démarche est périlleuse, une fois qu'elle est entreprise, elle permet de s'afficher, elle permet de communiquer dessus, et c'est une pierre qui viendrait aussi conforter la Reconquista. Et ce classement, il peut être fait, bien entendu, il a besoin de la communauté des communes, des 4 maires et de la puissance publique, mais il a besoin aussi de support, et je pense que la Reconquista peut aussi derrière porter ce projet avec nous, parce que ça paraît un projet qui n'est pas si ambitieux que ça, parce que le système de murette qui a été construit par nos anciens, ce merveilleux système hydraulique, eh bien, c'est des gens qui n'avaient pas tous les diplômes de nos ingénieurs hydrauliques de maintenant, qui ont fait ça dans l'état bien ancien, et ça marche, et ça a fonctionné, et ça a beaucoup évité l'érosion sur le cru. Donc là aussi, on a une petite pépite, même une grosse pépite dans nos paysages, et je pense qu'il faut qu'on arrive à le conforter. Pour le conforter, il faut qu'on amène de la notoriété. Et on le sortira, et moi je ne crois pas qu'à ça, mais je crois beaucoup à ça, si on n'arrive pas à valoriser nos vins, à amener de la notoriété, pour valoriser derrière le travail et les revenus des vignerons, on ne s'en sortira pas. Donc moi je pense que la notoriété qu'on doit amener sur ce cru, et vous y êtes, on y est bien, c'est la clé de voûte de cet édifice qu'on est en train de construire, c'est-à-dire la reconquête des paysages du vignoble du cru Banyuls et Collioure. Voilà, en quelques mots ce que je voulais dire. On va y travailler, mais on en a déjà parlé, on va s'y coller. Il faut qu'on aille vite maintenant, parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. On a des énormes paysages, on a des énormes atouts, je dirais presque trop, qu'on ne sait pas mettre en valeur. Il faut absolument que tout le monde s'y mette.
faut arrêter les querelles, les choses que j'entends. J'entends cette dame, je ne sais pas si elle est encore là, qui dit qu'il faut arrêter le glyphosate. Bien sûr qu'il faut arrêter le glyphosate. La reconquête du vignoble, elle passe par ça, bien sûr. Mais il va falloir le faire pas à pas. Parce qu'il va falloir faire des vignes qu'on puisse mécaniser pour qu'on puisse enlever l'herbe. Parce que l'herbe, c'est le premier concurrent à la vigne. Et quand il pleut très peu, comme il pleut chez nous, c'est la vigne qui meurt. Donc, si vous voulez avoir que des garrigues à Banyuls, faites ça. Donc c'est perdu. Quand on me dit il ne faut pas de glyphosate, mais c'est sûr, moi je suis le premier, et nous faisons des essais avec mon fils sur des transformations bio de notre exploitation. C'est très, très compliqué, c'est très, très, très cher. Voilà. Si on ne peut pas dire à un moment, c'est stupide d'enlever les murettes et de dire mais il faut garder les murettes, mais il ne faut pas mettre de désherbant. Comment on fait pour travailler les vignes? Ce que vous avez vu ici, quand on a vu ces personnes, ces vignerons qui prenaient la terre et qui la remontaient dans des banasses, c'est un travail de galérien. Mais il n'y a plus personne qui veut faire ça ici. Qui c'est d'entre vous qui veut passer des journées à charger des petits paniers, à nausier et les monter sur une murette? Qui veut faire ça? Personne. On a déjà du mal à trouver de la main-d'œuvre dans des circonstances actuelles. Comment voulez-vous donc si on veut se projeter dans l'avenir, il faut qu'on ait des vignes témoins. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on travaille sur des hautes valeurs environnementales de manière à mettre le moins possible d'intrants et à faire de la formation pour les vignerons. Il faut qu'on arrive à avoir des vignes témoins pour qu'on puisse labourer et qu'on puisse mécaniser, et petit à petit le cru se transformera. C'est sûr qu'il va falloir garder des murettes, bien sûr qu'il va falloir garder des murettes, et bien sûr qu'il va falloir supprimer le glyphosate, mais il faut un peu de temps, on ne pourra pas faire ça très rapidement. Voilà ce que je voulais dire dans quelques mots.